Bonjour et bienvenue dans Maman et moi. Je suis Ludivine Tourlonia, autrice et créatrice de ce podcast dans lequel vous entendrez des récits sincères, puissants, parfois fragiles, mais toujours vrais. Si ce projet vous touche, il y a une façon très simple de le soutenir. Vous abonner. Merci infiniment. Et maintenant, place au témoignage. Dans l'épisode précédent, Priska venait d'accoucher mais n'avait pas encore pu rencontrer son bébé. Dans cette deuxième partie, elle nous raconte ce qui se passe après la rencontre et la suite de son parcours. Bonne écoute. Puis après, dès que possible, j'ai quand même pu aller dans le service de néonatologie où était mon petit. Et là, c'était quand même un peu le choc parce que je pense que même si je savais que mon bébé était en néonatologie, j'étais pas prête à le voir dans une couveuse et aussi petit que ça. Est-ce qu'il pesait combien du coup à la naissance ? Alors au final, il pesait 1,5 kg. Oh, donc tout petit. C'est très petit. Donc c'était vite impressionnant. En plus, il avait, je pense, un peu de jaunisse. Il était un peu rangé comme ça. C'était très particulier. Rapidement, il y a eu le pot à pot, quand même, pour le prendre contre soi au chaud. Donc ça, c'était... on a fait connaissance comme ça. Donc ça, c'était des beaux moments. Le personnel soignant était très compréhensif, ça s'est bien passé, même si les rideaux derrière, il y a d'autres cas plus ou moins complexes par rapport à notre situation. Donc c'est difficile d'entendre aussi les autres familles s'occuper de leur bébé à côté. Enfin, on ne sait pas ce dont il s'agit, donc c'est un peu perturbant. Mais voilà, on a fait connaissance comme ça avec le bébé. Il n'a pas pu se nourrir de façon autonome rapidement. Et c'est ça qui a été dur pour moi. C'est que j'aurais voulu allaiter, mais j'avais très peu de lait. Ok. Donc, j'ai essayé. Ça n'est pas du tout lié à l'éclampsie, ça ? Non. Non, c'est vraiment... Ok. Ça, a priori pas. Après, est-ce qu'il y a peut-être une incidence ? Je sais pas, mais en tout cas, il s'attendait à ce qu'il y ait du lait oui, d'accord. normalement. A priori, ça n'a pas d'incidence. Ouais. A priori. J'avais des fortes douleurs, c'était vraiment un supplice. Et même si j'avais très envie d'allaiter, on a beau avoir envie, quand ça vient pas, ça vient pas. Ouais. Ce qui m'a un peu choquée dans un sens, c'est que on m'a quand même un peu forcée à allaiter, alors qu'à un moment donné, je voulais plus, en fait. Alors, j'ai pu lui donner le colostrum, donc pendant 1 semaine, il a eu mon lait, avec des compléments, parce que, ça suffisait pas à un moment donné. Après, j'avais les infirmières qui me disaient... Oui, mais il faut tous les temps de temps tirer votre lait et puis il faut vous réveiller à 3h du matin parce que c'est là qu'il y a le plus. Et moi, j'étais crevée et j'étais encore hospitalisée. Enfin, c'était les premiers jours. Je suis restée un peu plus longtemps hospitalisée du coup, pour être dans la même maison que mon petit. Et un jour, j'ai dû taper du poing sur la table parce que j'ai dit maintenant, je ne me sens plus de m'acharner sur cet allaitement. Je sens que c'est pas juste. Et pour moi, c'est OK qu'il ait du lait en poudre. Et voilà. Et au final, ça s'est très, très bien passé avec le lait en poudre. Alors oui, il a eu des régurgitations par la suite. Ça n'a pas été évident. Mais... il aurait eu les mêmes régurgitations avec mon lait. Il n'a pas été plus malade que les autres. Donc voilà, au final, je ne regrette pas du tout d'avoir... Et tu t'es écoutée. Et je me suis écoutée, c'est ça. Très bien. Donc comment est-ce que tu as vécu les jours et les semaines post-accouchement ? Parce que tu dis que tu as été hospitalisée un peu plus longtemps. Tu es resté combien de temps à l'hôpital avec lui ? Alors, on dirait que c'est pas long. Mais 2 semaines. Et ces 2 semaines nous ont paru une éternité. Parce qu'en fait, sur le moment, on ne sait pas combien de temps on va y rester. On ne nous dit rien. On navigue vraiment à vue et
on ne sait pas parce que ça dépend de l'évolution du bébé. Et il peut y avoir des retours en arrière. Moi, je leur avais dit, si vous devez lui mettre une sonde, parce que j'ai vu qu'il y a des bébés qui avaient une sonde dans le nez, dites-le moi, s'il vous plaît, parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui me choquerait d'arriver et de voir mon bébé avec une sonde dans le nez. Ils m'ont dit oui, et puis un matin, je suis arrivée, mon bébé avait une sonde dans le nez. Et donc, j'ai fondu en larmes, j'ai dit, mais c'est pas possible, enfin, je vous ai demandé de m'informer, pour vous, c'est anodin. Et ça, le personnel soignant, pour ça, des fois, c'est un peu compliqué, parce que pour eux, c'est un bébé... Ils ont tellement l'habitude, Enfin, c'est un geste anodin, ce que je comprends. Hein, oui, c'est un geste qu'ils pratiquent souvent. Tout à fait, c'est pas grave selon eux. Sauf que moi, je voyais mon bébé qui essayait de se l'arracher, qui avait pas l'air d'apprécier ça. Et pour moi, c'était un corps étranger. Puis j'étais pas c'était choquant, pas rassurée. Donc, plusieurs fois, il a fallu me calmer. J'ai dû partir dans les corridors parce que je ne voulais pas le voir en train de s'arracher cette sonde. Et puis, au final, en discutant, on a réalisé que, on a compris que c'était pas... que c'était nécessaire pour qu'il se nourrisse. Et finalement, ça a passé. Et voilà. Les semaines qui ont suivi, c'était vraiment un jour après l'autre. J'avais aucune notion du temps. Je savais pas quel temps il faisait dehors. Je voulais même pas aller dehors parce que je quittais pas l'enceinte de l'hôpital. J'allais de temps en temps boire un café à la cafette, mais j'étais dans ma bulle. Pour moi, tout ce qui m'importait, c'était son poids. Il fallait qu'il prenne du poids. Il prenait, mais très doucement. Puis comme il régurgitait, c'était pas évident. Et à côté de ça, il y avait tous les contrôles neurocognitifs, l'audition, etc. Donc, je voyais les médecins défiler à faire leurs tests et puis ils ne pouvaient pas me dire si c'était bon, entre guillemets, ou pas. Et il y en a un qui est venu faire un test de l'audition, notamment, où je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas me dire quand même si... Parce que j'avais besoin de savoir si mon bébé était sourd. Ça paraît bête dit comme ça, mais moi, j'avais besoin de savoir. Et puis, il m'a dit, je ne peux pas vous répondre, mais bon, je vous le dis entre nous, il n'y a pas de souci. Et voilà. Comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas dire ce genre de choses ? C'est très protocolaire. Ils doivent d'abord transmettre les résultats au médecin-chef. Et... Voilà, c'est le c'est toujours le problème de dire, entre guillemets, des faux positifs. Genre, oui, tout va bien, puis après, ah mince, j'avais pas vu que... Peut-être qu'ils doivent corréler les résultats. Enfin, je ne sais pas. Là, ça m'a rassurée. Ils ont fait des électrocardiogrammes, aussi des encéphalogrammes, pour savoir si tout était OK au niveau neuronal. Enfin, voilà. Et ça, c'est des inquiétudes qu'on avait, même si, a priori, à 34 semaines, il était... plus ou moins à l'abri quand même de ce genre de problème. À partir du moment où il a eu ses 2 kilos, on a eu la permission de sortir. Et par contre aussi, ce que j'ai envie de souligner, c'est que pendant ces 2 semaines de néonatologie, l'entourage a son importance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que quand on a un bébé dans un service de néonatologie, on ne peut pas venir le visiter comme ça. Parce que les médecins, les infirmiers nous disent bien que c'est pas open bar. Enfin, les gens peuvent pas débarquer comme ça. C'est 1 à maximum 2 personnes à la fois. Il y a tout un protocole. Il faut se laver les mains avant d'entrer dans le sas. Enfin, c'est un minimum de visites. Vraiment, le cercle très restreint. Et je dis ça parce qu'on a eu, en plus c'était dans la famille, mais des gens qui n'ont pas compris pourquoi ils ne pouvaient pas venir visiter le bébé. Et en fait, pour nous-mêmes, c'était difficile d'entrer en contact avec notre propre bébé. Donc, c'était très pénible et douloureux de devoir faire comprendre à des gens de l'extérieur que même pour nous proches, c'était difficile. Et moi-même, devoir demander la permission avant d'aller prendre mon bébé dans mes bras,
c'était très douloureux, en sachant que la plupart des mamans avaient leur bébé à côté de leur lit dans la chambre, puis que moi, je devais demander la permission avant de venir voir mon bébé, donc avant de venir le prendre, en tout cas, le toucher. Donc ça, c'est quelque chose à savoir, et c'est important, même si on est dans l'entourage de quelqu'un qui vit ce genre d'événement. Alors, on peut être en néonatologie pour plein de raisons différentes, pas forcément que pour la prééclampsie, que suite à une prééclampsie, mais ça, c'est un élément important à prendre en considération. Oui, tout à fait. Quels ont été les impacts sur ta santé à toi, physique et mentale, de cette prééclampsie et de cet accouchement déclenché, de cette césarienne? Je pense qu'il y a l'instinct qui s'est manifesté, un peu l'instinct de survie quand même. J'étais en mode, je fais ce qu'il faut faire quand il y a à le faire. Je ne me posais pas tellement plus de questions. C'est plus dans les semaines qui ont suivi, après un certain laps de temps, où là j'ai réalisé ce que j'avais supporté en fait. Et je parlais de l'entourage parce que l'entourage est vraiment très important et on sous-estime ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, sous couvert de conseils déguisés en bienveillance, viennent dire et imposer leurs idées. C'est extrêmement pesant. Donc, on a besoin de... Alors là, plus que jamais, on a besoin de monde autour de nous, mais de monde qui savent se comporter, j'ai envie de dire, qui sont là avec une vraie bienveillance, qui sont là... sans jugement, qui restent disponibles sans venir dire ce qu'il faut faire en fait. Voilà, c'est un petit peu ce qui m'a manqué. Alors heureusement j'ai ma sœur qui était là, qui a pu m'amener des habits plus petits que ce que j'avais prévu, parce qu'évidemment c'était encore difficile à trouver parce qu'ils mettaient des tailles encore petits, vraiment à 1,5 kg, c'était compliqué de lui trouver des pyjamas, mais elle m'en a trouvé. Donc voilà, ça c'était le genre d'attention très précieuse, et puis qui t'ont fait du bien. Et puis même de venir boire un café, mais sans pression, quoi. Ok, tu réponds à la question suivante. Qu'est-ce qui t'a aidé à traverser cette période? Je pense que ça demande pas mal de résilience, et je pense qu'on vit toute la chose d'une façon différente. C'est très très individuel, comme dans beaucoup de situations. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu as appris sur toi dans cette épreuve? Ma capacité à rebondir, justement, et ma force intérieure que j'ai sous-estimée, parce que finalement, j'ai géré les choses d'une façon dont je ne me pensais pas capable. J'ai eu une sagesse que je n'aurais pas pensé pouvoir avoir. Et en même temps, oui, il y a eu la peur, il y a eu une certaine tristesse que les choses ne se passent pas comme je l'aurais souhaité. Mais c'était pas grave, parce que si les choses se sont passées comme ça, c'est parce qu'elles devaient se passer comme ça. Et j'ai eu une foi en la vie, au processus. Enfin, j'ai eu confiance. Je ne sais pas d'où m'est venue cette confiance, mais quelqu'un ou quelque chose de supérieur m'a lancé cette confiance, et ça m'a été précieux. Et j'ai été aussi remplie de gratitude, déjà que mon cas ne soit pas plus grave, de ne pas être arrivée à la crise d'éclampsie, parce que ça peut arriver. Je connais des cas où il y a eu la crise d'éclampsie, où il a fallu déclencher à 27-28 semaines. Oui, j'ai eu cette gratitude que les choses se soient finalement plutôt bien passées. Avec toujours ce souci au début qu'ils ne prennent pas assez de poids, il a fallu adapter. Mais après, j'allais chez l'infirmière, le peser régulièrement comme tous les autres bébés, et après, ça a suivi son cours. Mais je pense que j'ai eu de la chance, et de la chance aussi d'être en Suisse. Parce que, je ne l'ai pas mentionné, mais la prééclampsie touche à peu près 8% de la population des mamans dans le monde, et environ 3% en Suisse. Voilà, on a quand même de la chance d'avoir toutes les infrastructures. Alors oui, il y a toujours des choses à critiquer. Bien sûr. Mais malgré tout,
je pense qu'on a de la chance. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une future maman qui est dans la même situation ? C'est très propre à chacune, c'est ça qui est difficile. On ne peut pas donner de conseils parce que c'est à mesure de ce que vit la personne. Donc, les conseils que j'aimerais donner, surtout aux personnes qui entourent une personne qui vit une prééclampsie, c'est d'être là, sans jugement, à son écoute. Et pour la personne qui vit la prééclampsie, c'est de continuer à faire le suivi. S'il y a des symptômes, si d'aventure il y a des symptômes avant un diagnostic de prééclampsie, d'être peut-être un peu plus sensible sans en avoir peur, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, ça reste un très petit pourcentage. Moi-même, je ne savais pas ce qu'était la prééclampsie, donc voilà. Mais d'être peut-être un peu plus sensible à sa tension artérielle, est-ce qu'on a tout à coup des œdèmes qu'on n'attendait pas, ou bon là pour les protéines de mes urines, c'est pas ça qu'on va mesurer, mais voilà, de garder le bon suivi évidemment avec son médecin, et puis de garder confiance parce que on reste néanmoins dans de bonnes mains dans notre système de santé. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais que les gens comprennent mieux sur la prééclampsie ? C'est un petit peu ce que je viens de dire par rapport au fait que si on ne sait pas, on n'en parle pas. Dans le sens où il y a des gens, ils vont tirer des conclusions, ils vont commencer à faire des théories, à les regarder sur Internet, etc. Et le parcours de chacune est très singulier et c'est unique. Donc, c'est à considérer comme tel. Et on ne peut pas faire des généralités. Donc, moi, je l'ai vécu d'une certaine façon. Une autre femme va le vivre d'une autre façon. C'est tout à fait OK. C'est juste important de savoir que ça existe, d'avoir cette culture-là, entre guillemets. Et puis, à partir de là, comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévenir, ne pas tomber dans la culpabilisation ou de dire j'aurais pu ou j'aurais dû, ça ne sert à rien. D'ailleurs, pour une éventuelle deuxième grossesse, c'est pas quelque chose qui pose plus que ça, qui pose problème. Donc c'est pas parce que tu l'as eu une fois que une deuxième tu vas forcément l'avoir. Alors il y a forcément des risques aussi, mais pas beaucoup plus que la normale. Okay. C'est-à-dire que, en tout cas, ça doit pas être un frein pour une... Enfin, ça devrait pas, à mon sens, encore une fois, chacun le vit différemment, être un frein à une deuxième grossesse. Moi, j'ai pas eu de deuxième grossesse pour d'autres raisons, mais c'est pas cette peur-là qui m'a freinée pour une deuxième grossesse, qui m'aurait empêchée d'avoir une deuxième grossesse. D'accord. Si plus tard ton enfant écoute cet épisode, qu'est-ce que tu aimerais qu'il sache sur cette période et sur ton amour pour lui ? Eh bien, qu'on l'a aimé dès le premier jour où j'ai appris que j'étais enceinte. Il était de la taille d'une pointe de stylo à la première échographie. Et je me rappellerai toute ma vie, parce que j'ai tout de suite senti, le moment où j'ai été enceinte, je l'ai senti. Et c'était juste. Donc la première fois que j'ai fait une échographie, fatalement, il était minuscule. Faut bien partir. On part tous de quelque chose. Quelque chose, on est d'accord. Mais là, c'est vrai que c'était impressionnant, la pointe de stylo. Et au fur et à mesure, il a été aimé, voulu. Et puis, au fur et à mesure de nos aventures avec cette annonce de prééclampsie, au final, ça n'a pas changé tant de choses que ça, parce qu'on a pris soin, on a fait les choses les unes après les autres au mieux par rapport à notre conscience et notre instinct. Et ça, c'est très important, savoir s'écouter. Ce que j'ai envie de lui dire, c'est merci d'être qui il est. C'est beau. Évidemment. Et puis, c'est le joyau de ma vie. Donc, c'est sûr que de le voir grandir, mon souhait le plus cher, c'est de continuer à le voir grandir. Maintenant, il a 9 ans et demi. C'est plein d'espoir parce que il a grandi d'une façon tout à fait saine et épanouie. Et je lui souhaite de continuer à grandir dans cet épanouissement, cette joie de vivre qu'il a. Et c'est que du bonheur.
Bon, écoute, je te remercie infiniment pour ce partage. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'avoir pu partager ça avec toi et nos auditeurs. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Parfois, tout semble aller bien, jusqu'au jour où le corps dit stop. L'après-éclampsie est un mot qu'on entend peu, mais qui bouleverse tout. Dans cet épisode, on entend la peur, le choc, l'imprévu, mais aussi la force d'une maman qui a su faire face. Merci d'avoir écouté Maman et moi. Si ce projet vous touche, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant. Et si vous souhaitez prolonger ces récits, le livre Maman et moi, à l'origine de ce projet, est également disponible dans toutes les librairies. À bientôt pour un nouvel épisode de Maman et moi.